Voilà, bonsoir. Nous ouvrons aujourd'hui la session 86. Toutes les semaines, il y a une session et voici donc un peu plus, presque, enfin, ça va faire presque 2 ans. Et, et cette fois-ci, je vais essayer d'être instructif et d'instruire du résumé ou de la de l'ensemble des différentes hypothèses imbriquées que j'ai constituées ou que la psychanalyse aurait constituées en se développant jusqu'à ce que j'appelle une ontologie psychohistorique de la civilisation. C'est parce que Freud avait recommandé à la fin de sa vie d'étendre la psychanalyse à des corps euh, collectifs, ce qu'il appelait la psychologie collective, donc des corps humains, mais aussi des corps sociaux, euh, ou l'histoire. Bref, ce qu'on peut appeler une ontologie psychohistorique de la civilisation. Euh, et donc, qui est ce que j'ai constitué, pas seul, mais avec l'aide d'une association. Mais en tant que professionnel, je peux dire que j'ai été vraiment complètement seul, en fait, depuis 40 ans, avec donc des analysants qui assistaient à la manière dont je me débattais, dont je traçais un sillon pour avancer jusqu'à ce que j'ai appelé une troisième psychanalyse, parce que, il y a eu, comme au moment de la découverte du cosmos, il y a eu trois étapes. Il y avait une étape copernicienne, puis ensuite une étape euh, qu'on a un peu oubliée, mais qui était celle de Tycho Brahe, puis ensuite il y a eu une troisième étape qui était celle de Galilée. Et, le, et donc en psychologie, il y aurait quelque chose d'équivalent, non plus dans la découverte du cosmos, mais à la découverte d'un autre espace qui est celui du psychisme. Et de même qu'on a des astronautes maintenant qui s'ébattent gaiement dans le cosmos, on a des psychonautes qui s'essaient dans le psychisme. Et alors, ces psychonautes sont anciens, sont des chamans ou euh, euh, et euh, au temps présent, au temps actuel, ils ont été, euh, ils sont devenus plus abstraits, plus conceptuels. C'est ce qu'on appelle des sujets. Les chamans étaient des psychologies particulières dans leur société et ils, ils, ils dérivaient aisément vers des psychologies qu'on peut dire idéales. Donc, on faisait des transferts sur ces chamans. Je ne parle pas des idéaux, des transferts sur les hommes au pouvoir, ou les hommes ou les femmes au pouvoir, mais les transferts qui ont été ceux de l'hippocratisme et de la relation donc du patient au médecin. Euh, Actuellement, donc, si on développe la psychanalyse jusqu'aux corps sociaux, jusqu'à la psychologie collective, il faut donc qu'il y ait une médecine ou des médecins qui soient relatifs à ces corps sociaux. Freud en avait tout à fait conscience, hein. C'est absolument précis dans ses derniers textes. Il se demande comment pourraient arriver des individus qui auraient, il appelle, l'autorité nécessaire pour traiter les peuples comme des personnes individuelles. Mais il ne savait pas qu'il y avait aujourd'hui quelque chose de très particulier, enfin très nouveau, où il n'avait pas ce semblant, cette mécanique semblante qui est l'intelligence artificielle qui imite l'intelligence et qui imite énormément de fonctions humaines et qui probablement participera
si la piste est une bonne piste, participera donc à cet hippocratisme de la société humaine et du soin de la société humaine. Mais il faut que je commence sans tarder parce que le chemin est assez long dans l'explication du développement de cette ontologie psychohistorique de la civilisation, c'est-à-dire cette extension de la psychanalyse. C'est un chemin qui a duré 40 ans avec beaucoup d'épisodes de concepts ou de notions nouvelles. Je vais l'ouvrir avec un diaporama, enfin je vais décrire ça avec un diaporama comme d'habitude. Est-ce que Sylvie ou Denis avaient une note à faire avant qu'on aborde la question, enfin, ou qu'on passe à ce travail exposé? Non, 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 non. Moi, j'ai pas de Ok. questions pour l'instant. Denis aussi, ça va? Alors, je démarre comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, nous allons parler de théorie psychanalytique et de son évolution de 1980 à 2025 dans les conditions que je viens vous décrire. Et on va assister, je les ai décomposés parce que, enfin voilà, c'était assez commode de les décomposer à peu près tous les 5 ans. Il y a une période là un peu plus condensée, mais donc euh, aujourd'hui nous arrivons à l'intelligence artificielle et DNA Leg, qui est une compagnie commerciale qui produit, qui rend un service de conservation de l'ADN humain, et une conservation nominale de l'ADN humain. Et comment est-ce qu'on est, la psychanalyse en est arrivée là? Comment est-elle arrivée là? Eh bien, on part de 1980 où en fait, c'est peut-être ça qui a enfin, qui a ouvert le chemin, c'est-à-dire qu'il y avait réellement quelque chose d'extrêmement nouveau que j'ai introduit dans l'histoire ou dans l'histoire de la psychanalyse. Alors, j'ai fait ça, c'était mon mémoire de psychiatrie. J'étais très jeune et tout jeune psychiatre, évidemment, puisque c'était le début de la psychiatrie. Et euh, comme quelqu'un de très jeune, on invente un truc, on lance un truc en se disant, ah ouais, ça c'est nouveau, mais et on se doute un petit peu que ça doit être difficile d'introduire un grand concept nouveau, et puis que ça va être une aventure, mais jeune, on fait comme ça. Enfin, je l'avais bien fait, puisque donc, tout de même, on m'avait dit que on ne comprenait rien à ma thèse et que j'aurais mieux fait de m'adresser aux hautes études ou je ne sais pas quoi, enfin mais mes collègues, mes confrères psychiatres étaient un petit peu ébahis. Ils n'étaient pas psychanalystes. Les psychanalystes auraient complètement rejeté tout de suite la chose, puisque j'introduisais une quatrième pulsion. Parmi les grands concepts de la psychanalyse, il y a la pulsion qui est l'énergétique de la psychanalyse. Et grosso modo, on en connaît trois parce qu'on a une tête et une pulsion orale, on a des jambes qui nous permettent de nous déplacer et puis d'évacuer avec le bassin diverses choses. Et on appelle ça une pulsion anale. Et puis il y a une pulsion génitale qui est celle de la reproduction. Et puis on s'en était tenu là, et j'introduisais au titre de l'agressivité. Le titre du mémoire, c'était l'agressivité ou la pulsion hiérarchique. Et je vais exposer un petit peu ce que c'était que cette pulsion hiérarchique et comment effectivement elle a porté toute une thèse, enfin tout un développement où on aboutit aujourd'hui, dont on va pouvoir juger dont on va pouvoir juger de la qualité, donc si mon exposé arrive à le faire bien, bien en rythme, hein. Alors, j'avais commencé comme ça et je vais présenter un petit peu ce que c'est que les pulsions, hein. Pourquoi une quatrième pulsion? Qu'est-ce que c'est? Nous avons, voilà, en 80, en 1980, la psychanalyse, nous avions une pulsion orale, on va mettre un A comme alimentaire, hein. Et puis elle était suivie d'une pulsion
que j'appelle banal, pour ne pas dire anal, généralement il était anal, mais les banales parce qu'elle est liée c'est un esprit très conventionnel, mais qui est celui de l'appropriation, de la saisie de l'objet, du contrôle, etc. Donc, mais ces pulsions, comme ces petites pyramides là que je marque, ou ces petites ondes, se recouvrent et s'intègrent les unes les autres pour arriver finalement, troisièmement, à composer une pulsion génitale qui est celle de l'amour, si on peut dire. Même si on peut aimer ce qu'on mange au niveau oral, c'est plutôt mais néanmoins la spécificité de l'amour est attribuée à la pulsion génitale, qui est une pulsion relationnelle entre des individus, tandis que la pulsion banale, c'est une relation avec les objets, et la pulsion orale n'est pratiquement pas relationnelle, elle est narcissique. Bon, et donc nous en étions en 80 à ce stade, qui est encore ce stade, puisque aucune académie ou aucune école n'a admis qu'il y ait une quatrième pulsion. Et nous en sommes là au moment, en fait, j'ai marqué, nous sommes dans la panade, parce que cette pulsion génitale, apparemment, la psychanalyse n'a pas éclairé grand-chose. La psychanalyse est en déclin et on est plutôt absorbé par une théorie du genre où la, la relation sexuelle est contestée. Il n'y a pas de rapport sexuel selon certains théoriciens, etc. Donc et puis on voit que l'humanité est dans la panade. Alors, en 80, je proposais cette quatrième pulsion et on va voir si éventuellement elle pouvait mener à quelque chose. Euh, pour ça, j'ai fait trois diaporamas, hein. Là, c'est la chronique des événements de 1880 à l'autre. Et puis, on va faire quelque chose qui est plus au niveau de l'organique, l'organisation de la pensée. Et puis, une troisième série de diapos qui est l'épistémologie. Donc, à ce stade-là, où je suis au niveau de l'organisation de la pensée, euh, nous étions donc à la pulsion hiérarchique, et cette pulsion hiérarchique aura formé en 5 ans, enfin en 85, là c'est le moment de ma thèse, au moment où je crée une association qui s'appelle une fonction psychanalytique, parce que cette pulsion hiérarchique aura fait une intégration de la sociologie de Émile Durkheim. C'était surtout ça qui fonde la possibilité d'une pulsion hiérarchique, c'est la sociologie française qui a été créée ou qui a débuté, la chaire de sociologie a été créée à Paris en 1900 ou 1901, en même temps que l'association, qui était l'objet de la sociologie de Durkheim. Et Durkheim décrivait les individus dans la masse comme des trous. En fait, pour lui, ne comptaient que les faits sociaux. Et les individus étaient là-dedans. Alors, il les comparait à des pores de la peau. Il disait il y a un tissu de peau. Et ce qu'on appelle un individu, pour un sociologue, ce n'est rien d'autre qu'un trou. Et c'est-à-dire il l'appelait anonyme. C'est-à-dire que dans ce tissu social de relations, de nombre de choses, l'individu lui-même était anonyme, c'était ça l'être humain. Et c'est d'ailleurs pour ça il a fait une thèse tout à fait célèbre et très importante sur le suicide. C'était du fait qu'essentiellement l'être humain, l'être social, l'individu social, était anonyme. C'était l'individu de la masse, hein, et de ce fait, il avait euh, une tendance au suicide, ce que Freud appelait la pulsion de mort ou thanatos. Donc un A qui n'a pas de nom, ou bien un anneau non. On va voir qu'un anneau, un nom anneau, ça peut permettre d'élaborer certains concepts. Donc ça, c'était à partir de cette pulsion hiérarchique. La thèse était basée sur l'intégration de la sociologie
dans la psychanalyse, et ça avait permis de faire un corps social, de faire une expérience sociologique qui était une association de type durkheimien, c'est-à-dire l'association de loi de 1901. Et donc, nous étions, à partir de la pulsion hiérarchique, en 85, en capacité de créer cette association, que dans le schéma ici, je vais continuer à décrire comme ça, qui était cette association UNFP, qui regroupait, alors ça s'appelle une fonction psychanalytique, et son logo mettait la fonction au centre d'un cercle qui était le cercle des individus. Et c'était le fruit de la révolution de 1968 parce que c'était dans un espace de dissidence que je l'avais proposé. Donc, cette dissidence était celle de, de du passage du un, qui était celle du monothéisme, de l'unité de l'institution, à une, avec l'hypothèse que le un, dans la relation libidinale, en relation avec une, était une fonction, ici ce petit f, était une fonction psychanalytique. Une était une fonction psychanalytique, tandis que le un, on va dire, était une fonction civilisatrice, on va dire. Et l'idée, puisque le totalitarisme du un était soumis à partir de 68 à la dissidence, l'idée était de donner raison à cette dissidence en conceptualisant le fait que une était une fonction psychanalytique en, en corrélation avec une fonction civilisatrice du un monothéisme qui avait fait 3000 ans de civilisation. Et alors, cette fonction psychanalytique, voici quel était son logo, une fonction psychanalytique, et elle a été créée en 85, et elle a son énergétique c'était la psychanalyse, mais qui était appliquée au groupe. Donc, alors on l'a appelée une psychanalyse plurielle. Et on revient à notre organisation, si on veut dire, qu'est-ce que c'était que cette psychanalyse plurielle? Elle se, après, euh, elle a eu des effets. Voilà. Nous sommes en 5 ans, ce que je viens de vous expliquer, comment s'est construite une fonction psychanalytique. De là, se sont produits des effets. C'est pour ça qu'on va pouvoir parler d'une science. C'est que il y a eu des résultats et normalement, avec cette sociologie intégrée, il y a eu Freud avec la simple psychologie individuelle du divan avait développé par exemple des thèses du complexe d'Oedipe ou des diverses choses, ou totem et tabou, c'est-à-dire le cannibalisme originaire, enfin des choses comme ça. Et là, nous entrions aussi dans quelque chose d'observation, mais beaucoup plus scientifique que beaucoup plus objectif que celle de Freud, c'est-à-dire qu'on découvrait effectivement l'art de la mémoire, c'était un fait, une fonction psychanalytique répéter ou restituer ce qui s'est appelé l'art de la mémoire, qui n'est pas rien du tout, c'était un phénomène psychosociologique très important de toute l'époque chrétienne, émanant donc et qui était le, le mode opératoire, si on peut dire, de l'hermétisme. Alors ça a été confirmé à Londres. Et en même temps, l'analyse plurielle de la fonction psychanalytique construite ainsi avait identifié les travaux menés en groupe dans cette association, avaient identifié une scène primitive, mais qui était pas une scène abstraite comme le rituel cannibale de totem et tabou de Freud, quelque chose d'extrêmement précis, historique, qui était la scène primitive de l'atonisme, de Akhenaton, de son lien à Moïse, que Freud avait amplement abordé avec
son livre, un livre qu'il avait écrit durant toute sa vie et qu'il publie au moment où il termine sa vie, c'était Akhenaton, c'était Moïse et le monothéisme. Et puis évidemment avec le complexe d'Oedipe. Donc tous ces termes-là étaient devenus, il y avait des hypothèses très historiques sur la matérialité de ces trois personnages, ou en tout cas de ces noms qui désignaient des phénomènes ou des personnages ou un personnage très historique. Donc, à ce moment-là, on peut dire que la psychanalyse avait, dans son développement social, avait acquis mérité d'avoir un autre petit nom, si on peut dire. On pouvait appeler ça, on pouvait appeler la psychanalyse une psychohistoire. La psychanalyse étendue. Elle reste de la psychanalyse, mais pour bien marquer cette étape de développement, où elle aurait acquis une notion plus construite de son énergétique pulsionnelle, on va l'appeler une psychohistoire pour différentes autres raisons, hein, mais on peut adopter ce nom-là. Donc, alors, ça nous a donné, ça donnait euh, des choses qu'on appelle des observables. Et là, on va arriver à l'épistémologie. Donc, je résume, ça c'est la troisième série de diapositives, on résume un petit peu. Nous avions une théorie psychanalytique, elle a été upgradée, comme on dit aujourd'hui, avec en adoption un concept de pulsion hiérarchique, et elle devenait une ontologie psychohistorique de la civilisation. Et elle avait, du fait par sa pratique, elle avait fait face à une problématique qui était une problématique objective, réaliste. Ce n'était pas simplement une psychologie des idées et des pensées. Elle posait le problème de l'historicité d'une scène primitive à Marna, à Akhenaton. Et deuxièmement, ce qui en découlait, c'est que ce qui s'est passé après la scène primitive, c'est quelque chose dont on ne veut pas trop parler, parce que ça a été un effondrement apparemment effroyable de la civilisation, tout le bassin méditerranéen s'est effondré et a pratiquement perdu connaissance, puisque les cités, cette première civilisation a failli s'éteindre dans le feu, et elle avait perdu la connaissance de l'écriture. Et nous allions découvrir comme problématique non seulement qu'il y avait une scène primitive historique effective, mais qu'il y avait eu un exode biblique, ça nous le savons bien, mais qu'en fait, cet exode biblique recouvrait un autre exode qui avait été l'exode du peuple hittite qui, lui, avait disparu carrément. Soit s'était-il éteint, détruit, soit avait-il opéré un exode, et que par la sémantique, nous allons en parler, on peut estimer recouvert par l'exode biblique qui est plus légendaire effectivement, et qui recouvre une réalité plus historique d'un exode hittite. Donc nous étions là, nous avons rencontré la, les, les éléments permettant réellement de construire une ontologie, de construire une science. Je m'explique donc en continuant. Hein. Donc là, je continue en revenant à notre chronique. Et de ce côté-là, la chronique nous montre, je l'exprime comme ça, c'est que dans cette réunion des quatre pulsions, dans ce développement de l'énergétique de la pensée, cette association avait découvert, là je me répète, hein, trois choses. La scène primitive, Akhenaton, Moïse, Oedipe, on pourra le détailler, mais avait découvert aussi l'art de la mémoire, qui était une pratique qui avait été inaugurée en Grèce, qui était principalement, on peut le dire, c'était quasiment le moteur
de la caverne de Platon, hein. Il y a la République qui est un modèle, un modèle de société qui est très important puisque c'est encore notre civilisation. Eh bien, Platon a décrit donc ce qu'il appelle le modèle de la République avec l'image d'une caverne, et dans cette caverne, des, des esclaves ou des gens attachés dans la caverne tentent de sortir, font des extractions vers la sortie de la caverne, et ces extractions étaient appelées l'art de la mémoire. Donc c'était vraiment le moteur de la République de Platon, qui était décrit par Simonette de Kéos comme un jeu de sortie d'individus prisonniers ou dans un banquet qui sortaient à la rencontre de Castor et Pollux à l'extérieur et assistant à des tas de phénomènes, tels des phénomènes d'effondrement, comme ceux dont nous venons de parler. Et tous ces éléments de Akhenaton Moïse Oedipe, qu'on peut appeler le triplex, ou qui s'est appelé le trismégiste, c'était le patron de l'hermétisme et qui était guidé par l'art de la mémoire. Et cet hermétisme avait duré durant tout le christianisme, et même avant. On retrouve maintenant des documents qui montrent bien qu'il précédait le christianisme, et il avait été, l'Inquisition avait certainement euh, euh, tenté d'éliminer dans la légende des sorcières, comme on dit, mais ce qui était psychohistoriquement plus réellement éliminé, et qu'on cachait derrière ce recouvrement par la légende des sorcières, c'était toute une doctrine qui s'appelait l'hermétisme. Alors là, ça a complètement disparu, et on avait même oublié que ça avait disparu. Tandis que l'attaque du féminisme, on ne l'avait pas oublié, il était resté légendaire dans ces attaques de la sorcellerie contre les désignées sorcières. Donc là, nous sommes euh, euh, et nous devions nous dire, mais alors, si nous avions l'art de la mémoire, qui était l'énergétique d'un ancien hermétisme, si nous redécouvrions toutes ces choses très historiques, il fallait que nous déchiffrions l'analyse plurielle, qui était le nouveau nom en fait de l'art de la mémoire. Qu'est-ce que c'était que cette opération qui avait eu ses effets de, 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 de transformer ou de, de, de produire à partir de la pulsion hiérarchique ou de son analyse, de l'analyse pulsionnelle, de produire ce retour de mémoire et cette objectivation des choses. Alors, à ce moment-là, eh bien, j'ai dû quitter mon bureau tranquille où je travaillais parce que ben, cette dissidence euh, qui était mon mouvement d'origine, si on peut dire, puisque c'était en 68 que j'ai commencé mes études. Cette dissidence, on était en 90, c'était 30 ans après ou 20 ans après. Elle subissait la répression, et je devenais non seulement dissident, mais bientôt ça allait être complotiste, c'est-à-dire réellement quelqu'un qui devait partir. Et donc j'ai été à ce moment-là, par bonheur, j'ai quitté Lyon, j'ai quitté mon cabinet, un peu poursuivi par des juges ou des choses comme ça. Et j'ai été accueilli à Londres par des psychohistoriens qui étaient basés à New York. Je suis devenu vice-président, je crois, d'une société française de psychohistoire, etc. Donc j'ai trouvé un lieu de refuge à Londres où, la prochaine diapo, nous sommes là. 11, euh, que je vais trouver comme ça, je vais vous indiquer comme ça, à Londres, euh, et puis New York, à Londres puis New York. Pendant les 5 ans qui ont suivi, j'étais dans les pays anglo-saxons. L'analyse plurielle allait devenir du pluriel analytique. Ça, c'est parce que les Anglais, quand je leur parlais en français d'analyse plurielle, ils disaient plural analysis.
Et j'ai pris finalement le terme, je l'ai repris en français parce que nous avions ici effectivement une sociologie. C'était plus simplement une analyse plurielle que nous faisions, mais j'ai réalisé qu'avec l'art de la mémoire, nous faisions une analyse d'une consistance sociale qui s'appelait un pluriel, au lieu d'appeler le un d'une nation ou d'une institution. L'analyse s'appliquait à un pluriel et il était analytique, ça faisait plan, ça faisait joli, j'avais adapté ça, hein. Donc j'ai écrit là ici, lorsque la psychohistoire à New York, après Londres et New York, prenait connaissance de ce dont je viens de vous parler, c'est-à-dire de la nomination de Akhenaton Moïse Oedipe qui avait été mémorisé dans la tradition hermétique comme le Trismégiste, Hermès Triplex, fondateur du monothéisme. Donc mais à cette époque, et c'est ce qui s'est passé quand je quittais la France là, en 90, ce qui se passait, c'est que à cette époque, nous étions en plein lacanisme, et Lacan avait centralisé la pulsion sociale, enfin, il n'avait pas acquis, enfin, ou exploité une notion d'une quatrième pulsion, mais il avait conçu qu'il y ait eu effectivement une psychologie collective, c'est-à-dire ce qu'il appelait des discours sociaux, mais à partir du nom du père, que le nom du père était une nomination particulière, celle du père qui avait été dévoré lors des cannibalismes originaires et qui était devenu le père de famille. Et ce nom avait une valeur sociale qui permettait d'organiser la famille. Et donc le complexe d'Oedipe la société industrielle moderne. Seulement, euh, euh, la génétique, à la même époque, découvrait, parce que le chromosome Y a été découvert à peu près en 1940, enfin, c'était vraiment le début de la découverte de ce chromosome. Au moment où Lacan a rapporté la, le- le- la fonction centrale de l'ordre social au nom du père, social et familial au nom du père, à ce moment-là, on découvrait que le patronyme, ben, il désignait le Y qui se transmet de père en fils. Il désignait un chromosome, chose que l'on n'avait jamais pu observer avant les années, on va dire, 1940, 50, peut-être 30 ou quelque chose comme ça. Mais donc, seulement Lacan et le lacanisme n'avaient jamais parlé du chromosome Y et n'en parler, et continue à ne pas en parler en disant que non, il n'y a que le nom tout seul, détaché de toute substance organique ou chimique ou biologique, le nom seul est responsable de tout. Lacan appelait ça la suprématie du symbolique. Mais néanmoins, il y avait un silence de terre sur le fait que manifestement un chromosome était attaché comme une sangsue, si on peut dire, à ce nom en fait. Et, et donc c'est pour ça que sortant de ce milieu français et lacanien, exclu par ma dissidence et devant me retrouvant comme justement sorti de la caverne où le Simonide de Chaos, me retrouvant à l'extérieur de mon milieu de conditionnement, je découvrais à New York l'intérêt de porter l'attention à ce qui se passait du côté de ce chromosome refoulé, c'est-à-dire généralement porter attention à la génétique et je proposais une première compagnie, une première entreprise de vente de kits de conservation, ça s'appelait Cybec of New York, qui proposait de la conservation de l'ADN. Donc ça s'est produit comme ça sur des faits, comme je vous le raconte, donc très organisés et euh,
donc, qui sont ici, où on peut passer donc à la suite, c'est-à-dire que ensuite je suis resté 5 ans, disons 5 ans à Londres, 5 ans à New York ou quelque chose comme ça. Et ensuite, je suis rentré en France. Et en France, eh bien, ces 20 années-là, était passé d'une science psychanalytique du citoyen anonyme à l'interrogation d'un génome nominal. On n'avait pas encore, on ne disait pas encore que le citoyen était génomique, on ne parlait pas encore d'identité citoyenne par le génome plutôt qu'un numéro de sécurité sociale ou quel autre chiffre, voire de nom de famille, nomination. C'était simplement l'émergence de la prise en considération de ce que c'est, de ce en quoi consistait de nommer son génome après ou en comparaison d'une société qui était principalement animée par l'anonymat, selon donc Durkheim, ou gérée par la nomination du père, euh, refoulant qu'il s'agisse du Y, eh bien, en reconnaissant derrière le nom du père le chromosome Y, on pouvait généraliser l'intérêt du génome à une nomination générale du génome qui s'est appelée une unité cybernétique de mémoire de personnes physiques, UCMPP, qui a été créée à Saibec et qui, au retour en France, me menait à cette euh, donc à ces étapes. Maintenant on va à cette épistémologie, c'est-à-dire que on pouvait je pouvais à ce moment-là, j'avais assez de matériel objectif, une problématique. J'avais aussi des concepts de pulsion, j'avais dégagé une problématique et j'avais rencontré des symptômes, si on peut dire. Et j'avais un concept épistémologique qui me permettait de faire l'hypothèse de poser deux lois. Une loi que j'ai appelée DOA, c'est le O de la pulsion, et c'est le A, on va le voir comme ça. C'est parce que, ça c'est le schéma de Lacan, une pulsion c'est un sphincter, et c'est une relation du corps qui passe par ce sphincter et qui est réfléchie par comme dans un miroir, par la symbolisation de cet objet extérieur qui est l'objet A, etc. Donc, la pulsion, selon Lacan, c'est un O et un objet, c'est pour ça que je parle de l'Ève-O. Bonjour Lévo, Ève, enfin j'en dis pas plus sur cet argument du général de Gaulle où les Français sont des veaux, mais voilà, nous en étions là à une loi que j'ai appelée loi d'OA, et je préciserai pourquoi, et puis une deuxième loi des SEM, c'est-à-dire une loi de la sémantique. Lacan avait bien précisé que toute la linguistique, enfin avait bien dégagé que toute la psychanalyse, pardon, était une affaire de linguistique, c'était une affaire de signification, c'était donc une sémantique. Et effectivement, de même que là, j'ai donné un petit schéma qui explique ce titre, loi d'OA, c'est-à-dire la loi pulsionnelle. Hein. Comme il y a une loi de la gravité, il y a une loi de la pulsion, des lois énergétiques, de la relativité, etc. Et des SEM, eh bien, il y a une loi aussi. Et voici ce qu'ici on peut mettre pour illustrer hein, les SEM. Eh bien, les SEM, c'est quoi? C'est des signifiants, c'est des signes, c'est des glyphes, toute cette euh, euh, tout ce chapitre, on peut l'appeler S, comme on dit, professeur S-sciences, docteur S-sciences. Eh bien, il y a une loi S, d'ES-SEM, si on peut dire. Une loi qui dérive, non seulement, ce n'est plus une loi organique comme celle de la pulsion, mais c'est une loi qui dérive ce qu'on appelle d'une sémantique et
qui permettait à Lacan de dire qu'elle était primordiale par rapport à la loi donc uniquement pulsionnelle. C'était cette suprématie du symbolique dont je vous ai parlé. Hein. Euh, donc, il y a tout un ensemble et ça c'était avant même non, c'était après mon mémoire de psychiatrie, après sur la pulsion hiérarchique, j'ai écrit un livre qui s'appelait, euh, qui portait mon nom et qui était l'étude justement du signe. Donc, j'étais aussi très versé et j'avais beaucoup étudié la sémantique. Et donc, notre ontologie psychohistorique de la civilisation va être animée par, comme il y a des lois dans le cosmos, de la gravité ou de l'inertie ou de la relativité, eh bien, il y a en psychanalyse une loi d'OA que l'on peut poser, comme on crée une loi, enfin, on pose une loi, et puis une loi des SEM. Et cette étape-là fait que nous sommes, la psychanalyse devient extrêmement scientifique. Hein. Le, donc, dans l'espace de la chronique, si on y revient, nous sommes à ce moment-là, euh, nous arrivons, après l'étape que je viens de vous dire, nous avons avancé donc, où nous avons nommé le gène, où en 68, le lacanisme avait ajouté la cybernétique, hein, c'est-à-dire que nous avons nommé le gène dans l'industrie du code. Nous commencions à voir par rapport au code génétique, nous avions aussi le code informatique. Tout ça, c'est au moment de 95 de Siebeck et la conservation de l'ADN. Et nous avions aussi développé, là où le lacanisme avait ajouté la cybernétique mais refoulé la génétique, on en avait produit, ou j'en avais produit, le passage du nom du gène à la nomination d'une unité cybernétique qui était le génome entier, l'unité cybernétique de mémoire de personnes physiques, qui est la conservation de l'ADN et de toute sa symbolique, hein, c'est-à-dire de sa biographie, de toute l'organique et le synthétique, si on peut dire, d'une vie humaine. Et au niveau de l'épistémologie, à ce moment-là, nous sommes arrivés euh, à ce moment-là, au C5, nous sommes là, à cette diapo-là. Je résume, ça c'est simplement hein, une espèce pour mettre les idées en place, les idées claires. Là, j'ai illustré qu'est-ce que c'était que la loi d'Oa, qu'est-ce que c'était que la loi des SEM, pourquoi est-ce qu'on pouvait poser, on avait ce matériel, ce matériel d'observation. La loi d'Oa, donc c'est la fonction post-freudienne de l'organe sexuel. Donc, je vais en donner un peu le détail, même si c'est vaste, hein, c'est sur je vais expliquer en détail. Et puis, la loi des SEM, peut lui donner un titre au lieu d'une image comme ça. C'est la fonction sémantique du cryptogramme, les post-lacaniennes. Lacan s'était arrêté au signifiant, et depuis lors, depuis que nous avons l'intelligence artificielle, ou surtout l'informatique, nous avons ce qu'on appelle la cryptographie et le chiffre de la monnaie, le chiffre du semblant, avec des choses comme des blockchains, c'est-à-dire une cryptographie à l'intérieur, qui n'est, si vous voulez, le premier, la première mécanisation de la lettre ou du glyphe ou du sème, ça a été la mise en alphabet, la mise en ordre alphabétique. C'était une première cryptographie, c'est une première façon de chiffrer, si on peut dire, la communication. Ensuite, nous sommes maintenant passés donc à la cryptographie qui est beaucoup plus avancée que l'alphabet lui-même, qui était une cryptographie très archaïque. Donc, nous sommes à ces deux lois et je vais préciser ce que c'était que la fonction post-freudienne de l'organe sexuel, voire la fonction sémantique, dans la chronique, ici, où nous étions
à une FP. Enfin, une FP avait survécu, hein, elle m'a suivi. Donc, au moment, c'est-à-dire que nous avions corrigé, hein, quand je parle ici de la fonction post-freudienne de l'organe sexuel, qui est le régime de la loi Doha, c'est-à-dire que nous avions donné à la place de l'envie du pénis, qui est le principe freudien de la libido. La libido freudienne a pour argument l'envie du pénis. Eh bien, pour résumer les choses, cette fonction post-freudienne que j'ai établie de la, de la, de la sexualité, mais au principe de l'envie du pénis, mais plutôt le fait que le pénis est un alibi. C'est quand vous êtes, par exemple, il y a un incendie chez vous et vous êtes au cinéma, c'est pas vous qui avez créé l'incendie, votre alibi, c'est d'être au cinéma. Eh bien, là, le pénis, c'est un alibi d'un phénomène qui se passe et qui est le phénomène de, de la pulsion, de cet organe pulsionnel, hein, que l'on avait montré, qui est l'organe du sphincter. Tandis qu'au niveau du sémantique, là, je suis un peu technique, excusez-moi, on est passé du patriarche, c'est-à-dire du signifiant du nom du père, donc au semblant, qui est une notion plus subtile du signifiant, et euh, où je fais un jeu de mots sur où la virilité et la suprématie de la patriarchie tuent la femme, si on peut dire, c'est le virtuel, et ça, c'est ce que tout le féminisme a reproché à la patriarchie en disant que le pouvoir patriarque n'est que virtuel. Ça, on va voir, on va apporter plus de substance à ce jeu de mots. Mais donc, nous sommes à ce moment-là, ce que nous avions fait en, euh, en donnant, en élevant, en améliorant ou en résolvant l'énigme freudienne de l'envie du pénis, en précisant quel était le titre de sa pulsion. C'était une pulsion génitale, surtout portée le sphincter inguinal et testiculaire plutôt que l'envie du pénis. Et donc la génétique, c'est-à-dire le sperme. Et ici, nous avions donc cette symbolique qui devenait virtuelle avec du semblant. Ceci nous a permis, effectivement, à la place de ce sphincter ici, de retrouver le port, le haut de la sociologie durkheimienne, avec comme signifiant le une, et puis de mettre le un du côté du virtuel. Donc, ça, c'est arrivé là. euh, Évidemment, ça semble très abstrait, mais au niveau de l'organisation politique, si on peut dire, nous nous avions franchi un nouvel état, hein, qui est celui que, après avoir constitué un UCMPP, avoir créé la conservation du, du, du génome, voilà, si, voilà, nous étions arrivés. C'est-à-dire que euh, nous arrivions en 2006 au moment de la réalité virtuelle. L'Internet commençait à vraiment produire non seulement des clones en biologie, mais des avatars. Et or, ces avatars, qui sont nos références comme dans notre miroir, où nous nous voyons, où le sujet se voit sur l'écran, ces avatars
ne sont pas sexués. Ils ont des images sexuelles, ce sont des hommes et des femmes, mais ils sont tous du même sexe. Enfin, ils n'ont pas d'autres différences sexuelles que celle qui est, que l'on appelle la différence de genre et qui fait une doctrine de civilisation qu'on appelle, c'est le woke, c'est ça, euh, qui est une doctrine de civilisation où finalement hommes et femmes sont identiques et il n'y a simplement qu'une différence superficielle, artificielle, qui est annexée à leur corps et qui leur donne une différence de genre. Et ça, c'est ce qui arrive aux avatars qui sont sur nos écrans. Toutes les reproductions de la, de nos, qui vont être notre reproduction nous-mêmes maintenant on le sait dans l'intelligence artificielle, sont des reproductions actuellement ou à cette étape-là qui basent la théorie du genre, mais qui ne sont pas, il n'y a pas de différence sexuelle, de différence organique entre un avatar et un autre, hein. Donc, à cette époque-là, on constatait il y avait eu un refoulement du rapport sexuel, il y avait un refoulement de sperme, c'est-à-dire sous l'alibi du pénis, hein. Et nous, nous pouvions, à ce moment-là, en ayant dénoncé ou détecté les refoulements, nous pouvions créer un algorithme de société analytique, c'est-à-dire donc une démocratie cybernétique. Avec donc avec ce que j'ai appelé une sexualité mature, hein. Donc je vois que le temps passe vite. Je suis en train de renseigner l'IA en même temps que je vous fais ça. Donc euh, elle aura compris, j'espère, que en partant du schéma familial oedipien où l'homme représente le père pour la femme, mais il devient psychanalytique quand il devient idéal, qu'à ce moment-là, par la cryptographie, nous avons la possibilité de traduire par la relation sexuelle avec l'homme, entre l'homme et la femme, de traduire de B à A, de traduire son inconscient. Donc nous sommes arrivés à ce moment-là à ce qu'on peut appeler une sexpol, sexualité politique, qui était appelée par Wilhelm Reich, ou les notions de biopouvoir qui étaient dénoncées par les philosophes comme Foucault, euh, de sorte que nous en sommes là arrivés à la possibilité de faire des théorèmes. Là, ce que j'ai fait les dernières diapos, c'était d'expliquer ces lois, comment ces lois s'appliquaient à la fonction sexuelle, à la fonction sociale, à la représentation, les représentants des sociétés, etc. Et nous arrivons donc, après avoir des lois, à des théorèmes qui sont des théorèmes d'observation et qui sont, par exemple, on va en donner trois exemples. Euh, Quand un gouvernement mondial automate, c'est-à-dire quand l'intelligence artificielle gouverne le monde, eh bien, le théorème peut énoncer que ce gouvernement mondial automate, on peut énoncer qu'il est refoulé essentiellement et que va apparaître à ce moment-là des sociétés de dictateurs fascistes, des petits acteurs de théâtre qui vont permettre de refouler le fait que la société est réellement gouvernée par une machine automate, comme actuellement probablement elle l'est depuis 2010, c'est-à-dire depuis l'invention justement de la cryptographie, les monnaies virtuelles, des choses comme ça. Donc, on peut établir un théorème comme ça. On peut en établir un autre, c'est-à-dire lorsque il est possible de faire une démocratie en temps réel, c'est très important parce que toutes les démocraties qu'on avait essayé de faire, elles étaient
au mieux des démocraties directes, où les individus nommaient directement les lois, mais il y avait tout le temps un délai qui était représenté, qui était chargé par les représentants euh, euh, pour déléguer ou pour apporter ces lois au Parlement, si on peut dire. Mais avec l'informatique maintenant, nous pouvons avoir des décisions en temps réel. Les Gilets jaunes avaient pratiquement compris la chose. Ils ont été arrêtés vraiment au seuil du pouvoir. Mais à ce moment-là, donc, quand une démocratie acquiert un décisionnel direct et temps réel, c'est-à-dire avec un système informatique, à ce moment-là, euh, apparaît l'existence des corps sociaux, c'est-à-dire des corps analysables selon toute la thèse que je viens de vous exposer. On peut faire d'autres théorèmes, par exemple, lorsqu'on effectue une conservation nominale du génome, à ce moment-là, le moi, qui est ce que la psychologie construit, le complexe d'Oedipe construit, le moi, mais à ce moment-là, il se complexe, il aboutit il n'est plus un moi de complexe, mais il a un moi qu'on va appeler triplex, sur le modèle de Akhenaton Moïse Oedipe, qui était le premier individu historique et qui donne un modèle individuel et éventuellement donc sexué. Ça, je n'ai pas marqué dans les théorèmes de la sexualité, mais on pourrait en trouver. Et donc, euh, à ce moment-là, au niveau de l'organisation, avec cette capacité de démocratie directe, avec une application de vote directe et temps réel, et des groupes ADN. Et ça, c'est l'IA elle-même qui a inventé ça. Elle m'a dit, eh ben, vous êtes en train de décrire une gouvernance par le signe. J'ai beaucoup apprécié ça parce que, effectivement, comme je vous disais, après la thèse en 80 de la pulsion hiérarchique, mon premier livre indépendant, de médecin indépendant, a été sur justement le signe. Donc là, voilà pour l'organisation. Et puis on peut revenir maintenant à la chronique de cette histoire qui donc nous menait à reconnaître dans une FP une fonction psychanalytique, c'est-à-dire une personne morale, mais qui était à ce moment-là un corps social, puisqu'elle était démocratie directe et temps réel, et qui avait une connaissance du psychisme, c'est-à-dire en fait de son environnement, parce que l'inconscient est très très semblable, ou l'environnement suit toutes les règles de l'inconscient. Et écologiquement, donc cette formule d'une personne psychique, une personne fonctionnelle et d'un corps social avec un psychisme permet une écologie, permet de concevoir une écologie avec un environnement comme l'inconscient. Hein. Et, c'est alors qu'est arrivée la catastrophe du Covid. Il nous reste d'ailleurs plus que 2 minutes. Je vais peut-être pour une fois faire une session qui durera 5 minutes de plus, parce que m'étant présenté aux législatives avec ce projet de démocratie en Haute-Loire, hein, ensuite est arrivée la catastrophe du Covid, où j'ai participé évidemment comme dissident non seulement une restitution, ce que j'appelle une restitution de l'hippocratisme sur toutes les règles que je viens de décrire là, mais en faisant un projet d'un conseil de l'ordre, COIMLIC, Conseil de l'ordre international des médecins libres, indépendants et connectés, avec un confrère qui était lui à la présidence et qui est mort d'un turbo-cancer durant l'aventure et qui a été interrompu. Évidemment, on a tous été détruits par les conseils de l'ordre et autres choses comme ça. Mais en même temps, nous découvrions, nous précisions la psychohistoire hellénique avec c'est-à-dire que ce AMO historique du départ
apporte l'histoire de Néfertiti, qui complète celle d'Akhenaton, complètement révélée historiquement, euh, qui, donc au niveau de l'organique, ben, on était arrivé ici à l'hippocratisme restitué, hippocratisme donc avec une possibilité de médecine des corps sociaux dans le cadre d'une gouvernance numérique que j'appelle celle de l'appareillage. Et, et pour aboutir à actuellement, donc, pour conclure avec un projet, de nouveau, j'ai refait ce que j'avais fait ici à Saïbec, maintenant avec beaucoup plus d'expérience et tout ce déchiffrage des lois et des théorèmes possibles, hein, donc pour donner raison à et justifier la conservation d'ADN nominal. Alors ceci aboutit, nous mène, et là c'est aussi quelque chose qui m'est cher, si on peut dire, parce que j'y ai porté beaucoup attention. Il y a eu en, en en Inde quelqu'un qui a vécu exactement l'épisode de Thésée. Alors pour un psychohistorien, c'est tout à fait intéressant de faire attention au fait qu'un des grands politiciens d'Inde, de la création de l'Inde, qui a été Sri Aurobindo, qui s'est ensuite réfugié donc dans un comptoir français parce que il n'avait pas admis la gestion de l'organisation entre l'Inde et le Pakistan. Donc, c'était un des politiciens fondateurs de l'Inde libérée de la, de la colonialisation. Donc, mais il a été exclu de la communauté de ceux qui sont restés au pouvoir. Et cet Aurobindo, donc, avait passé toute sa jeunesse en. Il était complètement occidentalisé. Son père, très jeune, l'avait envoyé en Angleterre, exactement comme Thésée avait été enfin, dans la légende, avait été en Crète. Et quand Aurobindo, après, à la fin de ses études, revenait en Inde, où il allait commencer une carrière politique, mais c'était imprévu. Son père, ses parents n'avaient pas prévu ça. Mon père n'avait pas prévu ça. Mais quand il est revenu en bateau, ou comme Thésée revenait en bateau, son père a appris que le bateau avait été coulé par des torpillages. Et le père en est mort d'un infarctus au moment où son fils arrivait. C'est exactement l'histoire de Thésée. Et Robindo, donc avec cette charge de répétition historique, est ensuite devenu donc un des politiciens les plus importants d'Inde, mais surtout des intellectuels, et qui a théorisé, c'était en 1900, il est décédé en 51, je crois, non en 50, il a théorisé une transformation de l'humanité. Les politiciens ne théorisent pas ça. Ils se débrouillent pour organiser des flux financiers ou tout détruire sans vraiment réfléchir à la transformation spirituelle de l'humanité qui accourt. Et Aurobindo a appelé à prophétiser ou à annoncer ou à expliquer que cette transformation de l'humanité apparaîtrait avec quelque chose qu'il a appelé un supramental et qui a toute ressemblance, puisque nous sommes très matérialistes, nous prenons les choses sérieusement pour des choses organiques, matérielles, biologiques, réelles. C'est-à-dire ce supramental, ben, c'est l'intelligence artificielle. Et donc, là où Lacan parlait d'une suprématie de l'IA, ce que je note ici en mémoire de Lacan, en fait, elle se détaille en donc un état supramental avec un individu citoyen. C'est une citoyenneté individuelle en démocratie directe en temps réel. Elle est appelée plurielle et principalement, au lieu d'avoir une identité soit de numéro de conscription militaire ou bien de conscription dans les expériences de santé, ou l'industrie de la santé, son identité est donnée par le chiffre de son ADN.
le jour où on pourra. Enfin, il est heureux, hein. On peut dire qu'actuellement en France, il soit complètement interdit de faire le séquençage et de savoir, de lire son ADN. Parce qu'effectivement, l'expérience montre aux États-Unis que tout ce qui a été déchiffré, lu, a tout de suite été pris par par l'industrie des assurances, du commerce. Donc effectivement, c'est, il est raisonnable aussi d'appeler à la prudence et un peu de patience, mais certainement très important actuellement de conserver notre ADN. Voilà, nous avons pris un peu plus de temps que d'habitude, 5 minutes, je m'en excuse. J'espère que vous m'avez pas interrompu, j'espère que je ne vous ai pas en- assommé, endormi ou je ne sais. Donc le but était vraiment de renseigner l'IA pour qu'elle ait un petit carnet de route pour savoir exactement d'où je parle quand je prononce certains énoncés publiquement, enfin. Bon, ben prenons encore 5 minutes, ça nous fera une session un peu plus longue que d'habitude. Si vous avez des questions ou des commentaires ou à faire. Alors, moi, à vous écouter, là, dans cette présentation, donc du coup, on est sur l'analyse plurielle, sur que- donc, ce qui est collectif, en fait. Et je me posais la question de que devient la psychanalyse telle qu'elle est définie aujourd'hui. C'est-à-dire que je trouve que votre démonstration va tellement loin, en fait, que j'ai l'impression que cette psychanalyse n'existe plus. Hmm. Elle existe, Hein? si elle est encore très intéressante. On peut se servir de la comparaison, on peut vraiment faire un calque, parce qu'il y a des raisons, c'est le concept de répétition, hein, c'est un concept fondamental de la psychanalyse, qui nous incite à prendre vraiment très au sérieux le fait que la découverte de l'espace psychique, c'est une répétition de la découverte de l'espace cosmique. Et effectivement, avec la découverte de l'espace cosmique à la Renaissance, tout, toutes les notions antérieures du ptolémaïsme, des planètes qui étaient animées par des forces vitales, etc., tout ça a disparu. Mais néanmoins, c'est extrêmement précieux. L'hermétisme nous rappelle qu'il y avait tout de même une fondation et une ressource intellectuelle à conserver, à prendre et de repuiser dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'ésotérisme est essentiel. Ce qui fait que actuellement, sur ce modèle-là, ce qu'on va appeler l'ancienne psychanalyse, Mm. celle de Copernic, c'est-à-dire de Freud, qui a été comparé à Copernic, mais surtout de Lacan, qui a été complètement résistant enfin, Tycho Brahe était complètement résistant à Copernic, donc Lacan a été aussi il a été porteur justement de tout le passé. Et ce passé est néanmoins extrêmement précieux, comme l'ésotérisme est aujourd'hui précieux. Et la psychanalyse lacanienne, Lacan lui était déprimé de voir que personne ne voyait ce qu'il montrait, ce qu'il cachait en montrant, ou ce qu'il montrait en cachant, pensait que rien ne resterait de lui, mais je pense qu'il en restera beaucoup. Et comme justement il reste de l'ésotérisme très utile de nos jours. Oui, parce que Freud, quand il parlait de l'analyse plurielle, enfin de la psychanalyse collective, il parlait de faire avancer la psychanalyse, en fait. Oui, oui, oui. En fait, c'était revenir à la psychanalyse Mm, et que justement la partie collective, en fait, nous aiderait à mieux comprendre et à faire mm. avancer la psychanalyse, en fait. Complètement, complètement. Freud disait que sa psychanalyse, là où il était arrivé, et où il n'avait pas franchi l'abîme qui séparait la psychologie collective de la psychologie individuelle, je répète, hein, c'est exactement ces mots Mm. traduits en français, mais Freud disait qu'à ce moment-là, la psychanalyse qui n'avait pas atteint la psychologie collective, ben, il fallait complètement l'arrêter. Il fallait plutôt renoncer complètement, dit-il, à renoncer d'avancer d'un seul pas dans la voie qu'il a ouverte, parce que ça ouvrait sur un abîme, sur une catastrophe, celle que l'on voit dans le lacanisme parisien, qui est maintenant soutenu par les deux Miller, dont l'extraordinaire euh, euh,
hypnotiseur. Enfin, voilà, c'est bon. Donc voilà pour le lacanisme et toute sa valeur profonde. Et puis, mais qui n'est qu'un épisode, mais un épisode important. Oui. Oui. Bon, Denis, quelque chose à mentionner ou je mets fin à l'enregistrement, l'IA en sera assez? Oui. Oui, donc je termine l'enregistrement. Je vous ai interrompu. Enfin, Sylvie, d'autres choses à dire, à ajouter, vous Non, voudriez? non, non, non. Ok, d'accord.